Ah bah moi je peux vous dire que la petite clitorine elle demande pas son reste. Ouais, on veut pas les détails non plus. Oui, Ah, mais mais ça, ça, ça va, va, ta gueule. On et sait oh. tous que clitorine, c'est un peu Bon, quand même une ça grosse commence. pute. Vous êtes riche. Non. Vous avez du talent. Non. Votre carrière explose et vous possédez une immense baraque à Amsterdam. Non. Toutes mes félicitations. Vous êtes seulement à quelques petites mauvaises décisions financières pour devenir Rembrandt. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un homme capable de peindre des chefs-d'œuvre, capacité aux antipodes de ce qui est pour lui de gérer son portefeuille. Une histoire de génie, d'amour, de deuil, de scandale et de faillite. Et une gamine avec un poulet mort qui vole la vedette à une compagnie de soldats. Oui, ouais, ça aussi, il faudra peut-être qu'on en parle. Bref, aujourd'hui c'est au tour de Rembrandt, l'homme qui avait absolument tout, avant de tout perdre. Bienvenue sur l'anecdote. Rembrandt Rembrandt Amerszoon. Rembrandt Amzou. On va l'appeler Bob. Rembrandt Armenzoon van Rijn. Ah, pour nous, c'était excessivement long. Ta gueule. Né en 1606 dans la ville de Leyde. Déjà, premier problème, ce nom. Rembrandt Armenzoon van Rijn. Bon, et qui entre nous, hein, ceux qui auront vu la vidéo sur Picasso vont comprendre que c'est pas forcément le nom le plus compliqué. Bon, sauf que là, t'en as un où les lettres ne vont pas ensemble, et l'autre, c'est une putain de dissertation, son prénom, mais bon, bref. Le père du petit Rembrandt est meunier, sa mère, elle, est issue d'une famille de boulangers, donc en résumé, si Rembrandt avait loupé sa carrière artistique, il aurait probablement fini dans la farine jusqu'au coude. Oui. Ce qui reste quand même vachement plus stable financièrement que ce qu'il s'apprête à faire. Le petit Rembrandt grandit dans une famille plutôt aisée. Pas noble, ni non plus aristocratique, mais suffisamment confortable pour qu'on lui offre une éducation relativement de bonne qualité. Ce qui à l'époque est quand même relativement pas mal. C'est un petit peu comme la fibre optique dans certains patelins, tu vois. Tout le monde en entend parler, sauf que ça reste quand même un concept assez flou. Très vite et très tôt, le gamin va montrer des aptitudes assez exceptionnelles. Il dessine vachement bien. Il observe, il reproduit, il expérimente. Et pendant que d'autres adolescents de son âge découvrent les joies des mauvaises décisions, lui, il étudie les visages, les rides, les regards, la lumière, et il entre même à l'université de Leyde. Oui, Rembrandt a été étudiant. Et il va y rester, quelques mois. Histoire de se dire que bon, allez, on va aller jeter un coup d'œil voir ce que ça ressemble. Hein. Et puis il abandonne. Parce que lui, ce qu'il veut absolument avant toute chose, c'est peindre. Bon, et vu la suite des événements, on peut quand même difficilement lui en vouloir sur ce choix. Et par chance, du coup, ses parents acceptent de le soutenir dans cette vocation. Et Rembrandt donc part étudier et apprendre la peinture auprès de peintres déjà bien confirmés. Et relativement vite, très vite, ses professeurs vont comprendre qu'ils ont un léger problème quand même avec Rembrandt. Le gamin progresse beaucoup trop vite. Je sais pas, c'est comme si tu prenais un gamin qui arrive en faisant des bonhommes bâtons, et au bout de 3 semaines, il t'a pondu un truc exceptionnel que toi-même tu serais incapable de faire. Ça devient un peu vexant. Et âgé à peine d'une vingtaine d'années, Rembrandt ouvre déjà son propre atelier. À 20 ans. Et entre nous, à 20 ans, qu'est-ce qu'on faisait nous? Hein? Bon, bah, je me souviens qu'avec la petite clitorine, le soir dans les bois, très tard, Non mais toi, je veux même pas passer la savoir. casserole. Puis arrive Amsterdam. Et là, tout change. À cette époque-là, Amsterdam est en pleine explosion économique. Le commerce maritime rapporte des fortunes à ceux qui étaient déjà quand même déjà bien fortunés. Hein. Donc la bourgeoisie s'enrichit un peu plus qu'elle ne l'était déjà, voire beaucoup plus même. Et les riches, bon pas tous, hein, mais on va dire que dans les 90% des cas, ont un besoin universel, peu importe l'époque. Montrer qu'ils sont riches. Aujourd'hui, ce serait plutôt poser une photo sur Instagram dans un putain de yacht de luxe en train de sniffer de la coke sur le cul d'une wapiti. Mais à l'époque, bon bah, portrait à l'huile. Ah, dans le fond, c'est exactement pareil. Hein. Sauf qu'il fallait rester planté là des heures et des heures, avec un semblant de regard, avec un balai dans le cul. Tu payes une fortune, tu peux à peine respirer, tu peux même pas sourire, et tu dois rester immobile pendant des heures, et malgré tout, bon bah, tu trouvais ça formidable. Ah bah c'était une autre époque, hein. Et Rembrandt devient rapidement la coqueluche de la bourgeoisie. Parce que lui, il peint pas juste des visages. Il peint vraiment des êtres humains, des regards fatigués, des expressions sincères, des émotions. Ses clients ont l'impression d'être plus vivants sur la toile qu'en réalité. Et ça marche plutôt bien. Ça marche même très très bien. L'argent commence à rentrer, encore et encore. Et du coup, bon bah à ce stade de l'histoire, bah tout semble très bien. Tout fonctionne pour Rembrandt. Et c'est précisément là que finalement, bah, les emmerdements vont peut-être commencer un petit peu pour lui. Parce qu'il existe une règle qui pourrait presque être universelle, c'est que lorsqu'un artiste commence à avoir un pognon de fou furieux, il est statistiquement capable de prendre des décisions quelque peu surprenantes. Et Rembrandt va devenir une véritable légende dans ce domaine. Alors, si vous le voulez bien, ouvrons une petite parenthèse. Rembrandt s'est représenté lui-même, donc des autoportraits, hein, environ 80 fois. Combien? Et bien sûr, avec 80 autoportraits, bah, tu peux quasiment observer toute sa vie.
Jeune, par exemple, regardez comme je suis prometteur. Adulte aussi, regardez comment je réussis. Quarantenaire, oh, tout va bien. Cinquantenaire, ça dépend de votre définition de bien. Soixantenaire, bon, bah, je connais à peu près l'identité de tous les huissiers de la ville. Et fin de vie, bon, bah, j'ai commis quelques erreurs et j'ai vu des choses. Et c'est fascinant, parce qu'on voit le temps qui passe, les rides apparaître, son assurance évoluer, et le regard qui change. C'est probablement l'autobiographie la plus honnête jamais peinte, et la séance photo la plus longue de l'histoire. Bref, au début des années 1630, Rembrandt est encore jeune, talentueux, admiré. Il vit dans la ville la plus prospère des Pays-Bas, les riches se mettent littéralement sur la gueule pour obtenir ses services, l'argent afflue à une vitesse grand V, l'avenir semble radieux. Et il ne le sait pas encore. Mais il est sur le point de rencontrer l'amour de sa vie, de connaître un succès encore plus immense et de devenir l'un des hommes les plus enviés d'Amsterdam. Au-dessus, c'est le soleil. Après avoir conquis Amsterdam à coups de pinceau, Rembrandt va découvrir quelque chose d'encore plus compliqué que la peinture. Les relations humaines. Parce qu'on peut maîtriser parfaitement les pigments, la lumière, le clair-obscur, et être complètement paumé quand il s'agit de gérer sa propre vie. Vers 1634, il rencontre Saskia. Saskia van Uylenburg. Saskia van Uy... de merde. Saskia van Uylenburg. Il y en a encore d'autres comme ça, là? Bah tu verras, hein. Allez, roule ma poule. Et contrairement à beaucoup d'histoires d'artistes célèbres, celle-ci commence plutôt bien. Saskia est intelligente, bien éduquée, issue d'une famille influente, et surtout, elle semble sincèrement aimer ce grand Hollandais aux cheveux qui partent en cacahuète, qui passe ses journées à fixer des inconnus pour les peindre. Bon après, faut reconnaître que présenté comme ça, Rembrandt quand même paraît un petit peu inquiétant. Bonjour, je peux vous observer intensément pendant 8 heures d'affilée afin d'étudier les subtilités de votre regard. Ah bah crois-moi bien qu'aujourd'hui ça finit en main courante, hein. Mais à l'époque ça fait de vous un artiste reconnu. Rembrandt et Saskia se marient, et pendant quelques temps, Rembrandt semble avoir trouvé un certain équilibre. L'amour, la reconnaissance, la réussite, l'argent. Sauf que le problème, c'est qu'on est sur un épisode de l'anecdote, hein. Et que sur cette chaîne, le bonheur est relativement... une embuscade. Le succès devient démentiel. Rembrandt c'est devenu une véritable machine. Les commandes affluent, que ce soit des portraits individuels, des portraits de couple, voire même carrément des groupes entiers, peu importe, tous les notables d'Amsterdam veulent absolument tous leur Rembrandt. Le mec est devenu l'équivalent du dernier iPhone. Ah, mais vous n'avez pas encore votre portrait de Rembrandt? Oh, mais diantre, mais que c'est courageux. Peu. Et du coup, il gagne beaucoup d'argent. Énormément d'argent. L'équivalent de plusieurs fortunes individuelles déjà bien confortables. Et c'est là, à mon avis, que la petite voix de la raison a peut-être dû intervenir. Sauf qu'apparemment, elle avait pris des congés. Bon, et du coup, Rembrandt, à ce moment-là, il découvre un truc vachement cool, ça s'appelle le shopping. Bon, première chose qu'il fait, c'est qu'il achète une maison. Une très grande maison. Certainement trop grande, d'ailleurs. Une énorme baraque absolument magnifique, en plein Amsterdam, qui aujourd'hui est devenu un musée, d'ailleurs. Et à l'époque, pour lui, c'était certainement un de ses futurs problèmes administratifs. Parce qu'en plus de cette immense baraque, Rembrandt développe une passion qui va avec la taille de son portefeuille. Acheter absolument tout ce qui attirait son regard. Et quand je dis tout, je veux bien dire absolument tout. Des gravures, des sculptures, des costumes, des armes anciennes, des armures, des objets venus tout droit d'Orient, des coquillages rares, des curiosités exotiques. Enfin bref, c'est comme si le mec était allé dans une brocante un dimanche et qu'en voyant tout le bordel qu'il y avait sur les tables, s'était dit que... ouais. Et qu'il n'en était jamais ressorti. Et puis arrivent les drames. Ah bah super le surnom pour les gamins. Oui, non mais, enfin les enfants, mais c'est des drames. Oh mais c'est cool, ça fait toujours plus. Non mais c'est pas une expression pour donner un nom au... Ah tu t'enfonces mon con. Bref, tu verras la suite. Parce que derrière le succès flamboyant, le sens de l'humour parfois relativement discutable de l'existence commence lui à frapper. Saskia tombe enceinte plusieurs fois, et plusieurs de leurs enfants meurent très jeunes. Ce qui, malheureusement à l'époque, arrivait relativement souvent. Et malgré l'époque et le fait que ce soit fréquent, je pense, enfin j'imagine que ça ne signifiait pas forcément plus anodin comme truc. Pas moins douloureux. J'imagine quand même que malgré qu'on soit au XVIIe siècle, que quand tu ponds un chiard, t'as fait une piole. Potentiellement des projets. Imaginez la vie de cet enfant, la suite quoi. Et puis perdre cet enfant. Et recommencer. Encore. Et encore. Et finalement, un seul de tous ces enfants survivra, Titus van Richten.
Titus. Oui, Titus, oui. Titus. Titus. Oui, Titus, oui, allez, accélère, il reste 20 minutes de vidéo. Non mais comme quoi, c'est quand même pas compliqué de faire un prénom prononçable. Titus qui lui deviendra une des rares lumières constantes dans la vie de son père. 1642, Rembrandt reçoit une commande particulière. Une commande quand même assez prestigieuse. Un portrait collectif d'une milice. Tableau qui deviendra plus tard la Ronde de nuit. Et là, Rembrandt, décide d'être... Rembrandt, quoi. Parce que les commanditaires, eux, avaient certainement envie d'avoir un rendu type une photo de classe plus, quoi. Tout le monde bien visible, hein, bien aligné, avec le petit sourire de circonstance du petit balai dans le cul, hein. Sauf que Rembrandt décide de leur pondre une bande-annonce de film, le truc. Il y a du mouvement, des ombres, des personnages beaucoup plus mis en avant que d'autres, donc d'autres beaucoup moins visibles, une ambiance presque un petit peu dramatique, tu vois. Bref, et du coup, certains l'ont un petit peu mal pris. Parce que d'une, ça coûte déjà très cher, et de deux, découvrir que ton voisin de droite, là, ou de gauche, lui est beaucoup plus visible que toi, qu'on voit dans le fond, là. Bon, y a un peu de quoi tirer la gueule, hein. Et d'ailleurs, en parlant de la Ronde de nuit, au milieu de tous ces miliciens armés, on peut y trouver une fillette, blonde, vêtue d'une robe très lumineuse. Sauf que nous sommes en droit de nous poser une question. Question qui est... Qu'est-ce qu'elle fout là, la gamine? Parce qu'elle n'appartient a priori pas vraiment à la milice, bon, à moins que le recrutement se faisait de plus en plus tôt, hein, mais bon, j'ai quand même un petit doute. Elle ne tient pas d'armes, elle ne participe absolument à aucune action, et elle ressemble presque un peu à une apparition, je sais pas, un peu fantomatique. La théorie la plus acceptée est qu'elle est une figure symbolique. Elle représenterait l'âme ou l'emblème de la compagnie des arquebusiers. On remarque d'ailleurs qu'elle porte à sa ceinture une poule morte, dont les griffes rappelleraient... le symbole des arquebusiers. Du coup, on est quand même en droit de se dire que Rembrandt a certainement pondu un des tableaux les plus connus du monde, en trouvant quand même le moyen d'y foutre une gamine avec une gallinacée crevée le tour de la ceinture, où t'as les critiques d'art qui, eux, de leur côté, sont en mode « Oh, mais c'est une allégorie complexe de la milice ». Alors que non, la question c'est pourquoi il y a une putain de gamine radioactive avec une putain de volaille crevée. Non, parce qu'il faut reconnaître quand même que ça attire quand même vachement beaucoup trop le regard, le merdier. Ça dénote un peu du reste. Oui. Bon, et puis encore un autre détail, outre le poulet crevé et la gamine de Tchernobyl, là, le tableau que beaucoup d'entre nous connaissons, ou que vous-même peut-être découvrez sur cette chaîne, hein, formidable, abonnez-vous, n'est pas complet. À l'origine, il était quand même un petit peu plus grand. En 1715, on a déplacé l'œuvre dans un nouvel emplacement. Problème, il ne rentrait pas entre les deux portes. La solution? On a découpé les bords, hein. On a littéralement pris des ciseaux géants, ou au moins ou certainement des outils plus sophistiqués que ça, et retiré plusieurs bandes de la toile. Donc des personnages entiers ont disparu, l'équilibre de la composition du tableau, modifié, hein, du coup. Rembrandt, lui, avait soigneusement mis en place ces personnages, et du coup, quelqu'un s'est dit que est-ce qu'on pourrait pas peut-être enlever un petit morceau, là? C'est comme si demain tu me disais qu'on découpait la Joconde parce que le cadre était trop petit. Et heureusement, avant le découpage, un autre peintre avait fait une copie complète de l'œuvre. Et grâce à cette copie, les historiens ont pu recomposer le tableau avec les morceaux qui avaient plus. Hein. Et là, on comprend beaucoup mieux la composition qu'avait proposé Rembrandt. Les personnages étaient bien mieux répartis, le capitaine était davantage centré, et il y avait plus d'espace autour de la scène. La dynamique générale était encore plus impressionnante. Le plus grand mystère de l'histoire de l'art n'est non pas de savoir de l'identité de la gamine qui brille dans le noir, là, c'est plutôt de trouver l'identité de l'autre connard qui s'est dit « Oh, quel dommage, ça ne rentre pas. On va recadrer tout ça. » Et surtout, j'imagine que vous avez peut-être déjà un peu remarqué, la Ronde de nuit n'est pas une scène nocturne. Le tableau s'appelait à l'origine la compagnie du capitaine Franz Banning Koch et le lieutenant Willem van Ruitenburg. C'est beaucoup moins vendeur, hein. Avec le temps, le vernis a fini par noircir, la peinture, dans l'ensemble, s'est assombrie, et les gens ont cru qu'il s'agissait d'une scène de nuit, donc du coup, la ronde de nuit. Et du coup, après restauration du merdier, on s'est rendu compte que la ronde de nuit n'avait rien à voir avec une ronde de nuit, que c'est un truc en plein jour. Alors du coup, le tableau a été découpé, son titre est faux, une gamine avec un poulet crevé vole la vedette à la compagnie de soldats, et malgré tout ça, ça reste toujours un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Pourquoi pas, hein? Allez, on retourne au sujet principal. Et puis, la tragédie frappe de nouveau. Saskia tombe gravement malade. Et Rembrandt, de son côté, voit sa femme peu à peu dépérir. L'homme qui savait observer les visages mieux que personne assiste impuissant à la souffrance de celle qu'il aime. Et Saskia meurt en 1642 à l'âge de 30 ans. Et tout à coup,
Le bruit ambiant d'Amsterdam semble peu à peu s'éteindre. Le succès existe toujours, l'argent aussi, hein. Mais quelque chose s'est cassé. C'est brisé, définitivement. Après la mort de Saskia, donc, les œuvres de Rembrandt évoluent. Ses portraits gagnent en profondeur, ses personnages semblent encore plus vrais que nature, comme si le deuil avait ajouté une nouvelle couleur à sa palette. Une couleur impossible à acheter, impossible à apprendre. La souffrance. Et paradoxalement, ça rend son art encore plus puissant. Parce qu'il ne peint plus seulement ce qu'il voit, mais il peint ce qu'il comprend. Et du coup, à la fin de cette partie-là, Rembrandt est quand même toujours célèbre, hein. Toujours riche, toujours admiré, mais derrière ces murs remplis d'objets un peu étranges, et derrière les tableaux admirés de toute une ville, la machine commence peu à peu à grincer. Il a perdu plusieurs enfants, il vient de perdre Saskia, sa femme, il dépense toujours sans compter, hein. Et les goûts du public, eux, commencent lentement à évoluer. Mais Rembrandt, lui, ne le sait pas encore, mais tous les créanciers de la ville sont en train d'échauffer leurs articulations. Et bientôt, ils vont venir frapper à sa porte. Très fort. Il existe des gens qui, après un drame, ralentissent, ils prennent du recul, ils revoient un petit peu leurs priorités, ils apprennent de leurs erreurs. Et puis, il y a Rembrandt. Sa femme est morte, et donc du coup, il élève Titus tout seul. Et ses finances, ça sent pas encore totalement la merde, mais ça commence à poquer un peu. Sa réputation, elle aussi, commence un petit peu à dévaluer, et sa réaction, globalement, c'est ça va aller. Du coup, pour s'occuper de Titus, Rembrandt emploie une nourrice. Ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Geert Dirks. Alors non, j'ai insulté la mère de personne, c'est son prénom. Et très vite, leur relation dépasse petit à petit le cadre professionnel. Dépasser du cadre professionnel, c'est-à-dire... Attends, faut vraiment que je te fasse un dessin, là? Oui, excuse-moi, Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, non, moi non plus, en fait. Explique-nous. Tu prends Rembrandt, tu prends Geert d'un côté, et... ils deviennent amants, ce qui va faire quand même quelque peu jaser. Parce que à Amsterdam, on apprécie deux choses, les affaires et les ragots. Et les ragots, ça coûte beaucoup moins cher. Au début, tout semble bien fonctionner, hein. Sauf que très rapidement, la relation semble se détériorer un petit peu. Geert affirme que Rembrandt lui aurait promis le mariage. Rembrandt, lui, nie complètement ces accusations. Et soudain, ce qui ressemblait à une histoire d'amour finit par devenir une affaire judiciaire. Oui, Rembrandt, le plus grand peintre des Provinces-Unies, au tribunal pour des histoires de cœur. Ce passage-là de sa vie reste encore quelque peu controversé. Ce que l'on sait, par contre, c'est que Geert finit interné dans une maison de correction, et que Rembrandt aurait très probablement joué un rôle dans cette décision. Était-il manipulateur? Était-il devenu un immense Daliloula. Cherchait-il à se protéger? Était-il victime lui-même d'une situation qui était complètement partie en couille? On sait pas. Mais par contre, il y a une chose qui, elle, est certaine, c'est que ça n'améliore absolument pas son image. Et ça ne va certainement pas calmer les mauvaises langues. Et tu pourrais croire qu'après tout ça, Rembrandt aurait serré un petit peu les cordons de sa bourse. Et tu serais adorablement naïf. Parce qu'il continue d'acheter. Encore. Et encore. Et encore. Et encore. Une estampe rare? Pourquoi pas? Encore une armure? Évidemment. Un objet tellement spécifique qu'on dirait qu'il a été créé pour une quête secondaire d'un jeu vidéo. Oui. À ce stade, les finances de Rembrandt ressemblent à un bateau qui prend l'eau, hein. Et lui, pendant ce temps-là, il achète des rideaux. Et puis, apparaît une nouvelle femme, qui, elle, va véritablement changer sa fin de vie. Hendrik Stoffels, plus jeune que lui, discrète, intelligente, bref, elle va vite devenir sa compagne. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne cherche ni la gloire, ni la fortune. Et heureusement pour elle, d'ailleurs. Parce que comment vous dire qu'à ce rythme-là, la fortune, elle est là, hein, en train de faire ses valises, quoi. Nos deux petits amours ne se marieront jamais, en partie parce que certaines clauses du testament de Saskia pourraient fortement compliquer le truc. Tu te dis, c'est pas grave, tant pis, ils se marieront pas, et puis ils se fréquenteront, ils vivront leur vie comme ça. C'est quoi le problème? L'église elle-même condamne leur relation. Hendrik est même convoqué pour répondre de son comportement. Ah c'était une autre époque, hein. Alors, où est-ce qu'on en était? Oh waouh, dis-le quand il faut qu'on mette les lunettes de soleil. Je reconnais, il est en train de crever de chaud, qu'il en a enlevé tous les poils sur le caillou. C'est marrant, ça. Oh, je sais, putain. Je sais à quoi tu me fais penser. Vas-y, je t'écoute. Ton gros crâne, là. C'est la pierre qui roule, qui n'amasse pas la mousse. Et pendant ce temps, le goût du public change. Amsterdam évolue, les modes, elles, changent aussi, hein. Les portraits élégants et très lisses, eux, sont
beaucoup plus demandés maintenant. Ils plaisent davantage. Alors qu'en parallèle, le style de Rembrandt, lui, devient de plus en plus brut. Sauf que les goûts du public ayant changé, bon bah celui-ci cherche à être plus mis en valeur, flatter son ego. Sauf que là, maintenant, Rembrandt ne flatte absolument plus rien du tout. Ah, lui, il montre les rides, la fatigue, la gravité, l'âme. C'est magnifique. Oui, enfin, c'est magnifique, en attendant, commercialement parlant, c'est pas pratique non plus. Et puis un matin, bon, ça y est, ils arrivent, hein. Les dettes deviennent impossibles à ignorer, les emprunts s'accumulent, les remboursements... Bon, ça tarde un petit peu. Hein. Et les créanciers commencent à frapper à la porte. Ah bah cette fois c'est plus une blague, hein. Ils sont vraiment là et ils sont chauds. Et j'imagine que les huissiers du XVIIe siècle avaient probablement autant d'humour que ceux de nos jours, hein, donc c'est-à-dire aucun. Et en 1656, bah du coup ça y est c'est officiel, Rembrandt... fait faillite, officiellement. Le grand Rembrandt, le peintre admiré de toute une génération, l'homme qui semblait absolument intouchable grâce à ses pinceaux, ruiné. Bon, et c'est là que le Rembrandt il a dû réaliser quelque chose, c'est que le talent ne protège pas forcément des factures. Ah, tu peux être un génie, hein. Créer des chefs-d'œuvre qui vont devenir immortels, changer à toi seul une partie entière de l'histoire de l'art, et recevoir malgré tout une lettre te disant que « Nous vous rappelons que votre situation nécessite une régularisation. » Et là, bien sûr, du coup, bah, il va se passer quelque chose, c'est qu'on va faire l'inventaire d'absolument tous ces biens. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. La baraque, les meubles, ses tableaux, la totalité de ses objets de collection, les costumes, les armures, les armes, sa bibliothèque. A few moments later. La vaisselle, certainement même ses caleçons. En bref, une vie entière transformée en catalogue. Et certainement pour lui un des moments les plus terribles de son existence. Lot numéro 27, des épées et une armure. Ici, moi je prends. Allez, lot numéro 28, un gros coquillage. Quelqu'un ? Ah, gros coquillage, y'a. Allez, lot numéro 92. On sait pas ce que c'est, mais il l'a acheté. Lot numéro 2942. L'estime de soi du propriétaire. Ça intéresse quelqu'un ? Bon, Non, merci, c'est moi. maintenant plus qu'un homme assis sur les ruines de sa propre réussite. Hein. Il a perdu sa maison, sa fortune, une très grande partie de sa réputation. Et pourtant, bon bah ça l'empêchera pas de peindre encore. Hein. Parce qu'au fond, quelque part, bon bah c'est peut-être la seule chose qu'on pouvait peut-être pas forcément lui enlever. Hein. Mais le destin n'en avait pas tout à fait fini avec lui. Car les épreuves certainement les plus cruelles de sa vie vont pas tarder à arriver. Et là on peut se poser la question, comment continuer quand il ne reste absolument plus rien. Oui, alors je vous le dis tout de suite, n'espérez absolument pas une petite remontada de la part de Rembrandt, hein, parce qu'il ne récupérera absolument rien de ce qu'il a perdu. Bon là, je radote un petit peu, mais quand même, faut imaginer le truc. Tu es l'artiste le plus demandé d'Amsterdam, voire même du pays tout entier. La très grande partie des élites des Pays-Bas se battent pour tes œuvres. Tu vivais dans une très belle baraque, hein. Tu pouvais te permettre de posséder des collections incroyables, et maintenant, bon bah tu travailles dans des conditions quand même tout à fait plus modestes. Hein. Tu n'es absolument plus à la mode, tu n'impressionnes même plus les élites, la nouvelle vague de jeunes artistes arrive à grands pas, tu ajoutes à ça que les goûts du public et le public en lui-même, bon bah changent, hein. Et toi, bon bah, tu vieillis. Ah c'est brutal, hein. Mais bien heureusement pour lui, il reste Titus. Et oui, Titus, son fils, le seul qui d'ailleurs a survécu à l'enfance. Celui qui l'a vu grandir, celui qui l'a peint à plusieurs reprises, celui qui connaît l'homme derrière la légende. Et Titus, à ce moment-là de la vie de son père, devient plus qu'un fils. Il devient l'un de ses principaux soutiens, un allié. Et par un étrange, pas si étrange, retournement de situation, c'est Titus lui-même qui va gérer le très peu d'argent qui reste à son père, et va l'aider aussi bien un peu financièrement et surtout administrativement parlant. Et puis bien sûr, il y a toujours Heinrich. Elle est toujours là, elle est restée malgré tout. Malgré les ragots, malgré la faillite, malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu traverser, elle est restée. Et elle, quelque part, n'a pas connu Rembrandt des débuts, le triomphant. Dès le début, elle a connu l'homme fatigué, l'homme endetté aussi, l'homme blessé. Et elle est restée malgré tout. Ah bah si c'est pas la plus belle putain de preuve d'amour de toute cette histoire, parce qu'aimer quelqu'un quand il brille, c'est facile. Alors qu'aimer quelqu'un qui tombe et le ramasser la petite cuillère, bon bah c'est quand même autre chose. Mais quelque part, il reste encore une belle lueur d'espoir, car ces deux lumières que sont son fils et sa compagne sont toujours présents dans sa vie, donc ils peuvent l'aider. 1663, Heinrich meurt. Et pour la deuxième fois, Rembrandt a perdu la femme qu'il aimait. Et on peut franchement se demander comment ce mec peut encore tenir debout. Parce qu'à ce stade, on est d'accord que beaucoup auraient déjà abandonné. Et c'est alors que Rembrandt nous pond l'un des plus beaux tableaux. Pas un tableau forcément célèbre, ni non plus une commande personnelle, tout simplement lui-même. Ses derniers autoportraits sont incroyables. Parce qu'ils ne mentent pas. Ici, il y a zéro filtre. Aucune mise en scène flatteuse, aucun besoin de jeunesse éternelle. On voit un vieil homme, le visage marqué, les yeux fatigués, les joues tombantes, les rides profondes, et pourtant, une présence immense. Comme s'il nous disait « Bon bah voilà,
C'est moi. Je ne suis ni un héros ni un monstre, juste un homme qui a vécu. Et honnêtement, franchement, c'est bouleversant. Parce que pour la plupart, on passe notre vie à cacher nos failles, alors que lui, il les a peintes. Allez, un dernier coup de massue pour la route. 1668. Titus meurt à seulement 27 ans. Le dernier enfant est mort. Le dernier lien direct avec sa femme Saskia. Le fils qu'il avait vu grandir. Celui qu'il avait aidé à tenir. Et bien sûr, le fils qui devait lui survivre. Bon bah voilà. Hein. Et si on récapitule donc qu'à ce stade, Rembrandt a perdu ses enfants. Tous. Sa première femme et sa dernière compagne. Sa fortune, sa maison, enfin bon, la totale quoi. Alors vraiment, on peut se demander pourquoi continuer. Et pourtant, il continuera. Il peint toujours, et c'est une des choses qui rend Rembrandt absolument fascinant. Et très certainement que la réponse est quand même relativement assez simple finalement. C'était sans doute la seule manière pour lui de trouver de la lumière quand son existence tout entière était plongée dans l'obscurité. Peut-être aussi que pour lui la peinture n'était non plus un savoir-faire ou même son propre métier, mais que c'était peut-être pour lui sa seule façon de résister, voire même de respirer. Oh, c'est beau. Et certainement une très belle manière à lui de dire « Ah, vous pouvez me prendre beaucoup de choses, mais alors pas ça ». Vers la fin de sa vie, il réalise l'une de ses œuvres les plus émouvantes. Le retour du fils prodigue. Un père qui accueille son fils, un geste de pardon, de tendresse, d'humanité. Et quand on connaît maintenant tout ce que Rembrandt a traversé, ce tableau prend une toute autre dimension. Ce n'est plus seulement une scène religieuse, c'est un homme qui a connu la perte. La perte matérielle, mais aussi la perte de tous ceux qu'il aimait. Et qui choisit malgré tout la compassion. 1669, bon bah après avoir enterré absolument tout son entourage, bon bah c'est à son tour de sauter les piquets. Hein. Il meurt donc à Amsterdam à l'âge de 63 ans, en n'étant plus le peintre le plus célèbre du pays, en étant absolument plus riche, en n'ayant plus aucune notoriété non plus, et donc son enterrement est de ce qu'il y a de plus modeste. Sans triomphe, sans entourage, sans forcément de public non plus. Hein. Certainement pas une statue, encore moins un discours grandiloquent sur son existence, juste la fin d'une vie. Et pourtant, voilà même peut-être le retournement final de cette histoire. Les siècles ont passé, les modes ont bien changé, certainement la totalité des élites ayant commandé un Rembrandt de leur existence ont été oubliées. Leur fortune a certainement disparu avec eux, leur nom s'est probablement tout simplement effacé de l'histoire, mais Rembrandt, lui, est resté. Aujourd'hui encore, des millions de personnes admirent toujours ses œuvres. On étudie encore sa lumière, sa façon de faire du clair-obscur, sa technique, son humanité, ses autoportraits. Le peintre qui a réussi à tout avoir et qui a tout perdu est devenu immortel. Alors entre nous, bon, qu'est-ce qu'on retient vraiment de Rembrandt? Qu'il était un véritable génie? Oui. Qu'il n'était pas foutu de tenir en place un portefeuille? Absolument. De façon presque comique, d'ailleurs. Qu'il a fait quelques erreurs, voire de grosses erreurs? Oui, beaucoup. Qu'il a aimé profondément. Qu'il a sûrement, et ça n'échappera absolument à personne, beaucoup souffert? Oui, je pense, oui. Mais l'une des choses qu'on peut retenir principalement, c'est qu'il a continué. Encore. Et encore. Et encore. Même quand il n'avait absolument plus rien à prouver, ni aux autres, et encore moins à lui-même, même quand plus personne n'attendait absolument plus rien de lui, même quand la vie elle-même s'acharnait à lui crier d'abandonner, il a continué à chercher la lumière. Et quelque part, c'est peut-être ça le véritable génie. Pas le talent, la persévérance. Rembrandt avait absolument tout perdu, mais il n'avait jamais perdu son regard. Et peut-être que parfois, bon bah, c'est suffisant pour laisser une trace éternelle. Allez, fin de la vidéo. Si ça t'a plu, je te laisse mettre un j'aime, un commentaire, peut-être même la partager, enfin bref. Tu connais la musique. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut! Sauf que, très rapidement, Bon bah voilà. Et encore une fois, Rembrandt perd une des femmes qu'il aime. Oui. Rembrandt Amerstroom. Oh putain.